Nouveau venu dans le domaine de la web-série d'animation, Oponyboy nous propose avec son monde de corne-ciel le début d'une aventure fantasque et loufoque 100% française. Aujourd'hui, il est avec nous pour en parler. Le paradoxe, c'est que ta chaîne, je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Moi, j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. En regardant un live de Maf Gaming, qui est un mec qui stream du Ah, tout. mais oui, je le connais, M4F, c'est ça? Ouais, voilà. Ah bah Et on s'est rencontrés il y a pas longtemps, enfin on s'est rencontrés par internet comme toi et moi. le monde est petit, c'est terrible. Il a été adorable. Alors M4F, il m'a envoyé un mail à un moment en mode bonjour, j'espère que je te dérange pas, j'aime bien la musique à poil à l'aventure, est-ce que je peux l'utiliser dans le stream et tout. Elle veut nous rejoindre, elle fait hey, regardez moi aussi je pisse sur la société, tiens regarde, tiens, voilà, on peut pas pisser dans les rues, tu vas voir, et même si je suis une bonne femme, rien à foutre. J'ai une technique, tiens regarde. Adorable et je lui dis mais oui, pas de souci, tiens, je t'envoie les fichiers, les trucs. Moi je suis au point où en quelques années, ça a beaucoup évolué le domaine de la musique et en fait, les ventes de musique, personne vend de musique en fait. Les musiques, elles se streament ou alors tu as les albums qui sont achetés à côté. Mais moi, je m'en fous de faire 10 centimes d'euros avec la musique. Donc, il n'y a pas souvent des droits de mes musiques sur Twitch, mais à vérifier quand même. Si tu veux utiliser ou quoi, il vaut mieux quand même demander. Et j'arrive après sur la page de M4F, je regarde un live et je tombe au moment où il fait « Ah là là, oh Ponyboy, trop adorable, trop gentil, etc. » Et il rajoute un truc, il fait franchement, il y a des gens qui ont plein d'abonnés, qui font des jeux vidéo, des trucs, tout le monde peut jouer aux jeux vidéo, mais qui peut produire de la musique? Et là j'étais en mode, oh il est trop gentil. Maf, il est adorable. Maf, je voudrais le contacter pour faire je voudrais faire un narratif sur Total War, Warhammer, et je voudrais le contacter pour qu'il me fasse un seigneur dans une armée d'hommes bêtes pour qu'il me sorte l'omnifion. Je, j'ai- C'est non, trop je peux rien drôle. dire, je peux rien dire du tout. Ah, il y a une chanson sur l'omnifiant. Yeah, je le savais, je le sentais venir. On va pas aller jusqu'à la chanson. Oh oui, c'est le fion ultime, c'est le fion sacré, c'est le fion impérial. Gloire au fion impérial, guide-nous vers la lumière. Peut-être je pourrais faire un ou deux trucs, on en a discuté, mais du coup, on a bien accroché. Donc, bah tiens, il m'envoie un message là en ce moment sur Discord. Donc, tu vois. C'est beau ça. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il y a un ensemble de gens qui se tournent un peu autour, qui sont assez proches, un genre de groupe ou quelque chose. Là, ça c'est rigolo. Si je dois mourir, Melvin, ce ne sera pas sans une glorieuse explosion de paillettes. Dans ton animation, un truc que j'aime bien, qui est très con, hein, mais juste je trouve que ça donne de la fluidité au tout, c'est quand t'as Melvin et les licornes qui marchent, il y a quand la couleur suit les petites pattes. Oui, alors attends une seconde. Il y a une espèce de petit, c'est super chaud à expliquer. Je vois exactement de quoi tu parles parce que c'est moi qui ai créé c'est moi qui ai créé les cycles de mouvement. Regarde, j'ai préparé pour toi, je savais que t'allais m'en parler. C'est de ça dont tu parles? Ouais, voilà. Les petits trucs, je trouve que ça donne une fluidité et une espèce de petite cohérence visuelle que je trouve très intéressante. Et surtout, Là, les petits... oui, ouais, les petits trucs qui suivent là. J'ai l'impression d'être, tu sais, le mec des. Tout à fait, voilà, les petits trucs qui suivent. C'est ça, je trouve que c'est un micro détail, mais ça rend vraiment bien. Ça fait un. Comment dire, vu que t'as un décor qui est très fixe, je trouve que ça rajoute du mouvement et ça aide à la fluidité du truc. Sinon, t'aurais trop l'impression d'avoir un décor 2D type jeu isométrique ou point and click. D'ailleurs, tes décors me rappellent beaucoup de point and click que j'avais fait à l'époque où ce genre de jeu ne m'avait pas encore. Tu ouvres trop de sujets, là. Ah oui, j'ai plein de questions, j'ai plein de questions là. Niveau animation, je tiens à préciser tout de suite, hein, c'est ce que je disais dans mes lives, c'est mon niveau est pas fou en fait. Quand tu utilises des marionnettes comme ça, donc il y a des raisons, c'est des trucs qu'on retrouve dans beaucoup de séries, par exemple South Park ou... bon, South Park c'est un bon exemple, donc le personnage est déjà dessiné, il est fixe, et ensuite la bouche bouge, les yeux bougent, mais en gros les marionnettes sont réutilisables
c'est des éléments en fait qui sont bougés indépendamment en fait. Donc par exemple l'oreille, on peut la bouger comme ça, la corne, les yeux, on peut les faire cligner. La bouche, si c'est la dernière version, non, c'est pas la dernière version. Les bouches, je vois pas avec le micro. Voilà. Les bouches, on peut. Tu vois, on a plusieurs types de bouches, de choses, donc je réutilise beaucoup de choses pour éviter de réanimer. Alors tout le monde utilise ça, hein, même les studios Ghibli. Hein, Ah oui, c'est une technique classique. on le voit par exemple dans Princesse Mononoke, tu as un moment, Ashitaka, il est sur son destrier et tu vois, il court en fond, tu as le décor qui passe et tu vois le cycle de mouvement qui continue et qui boucle en fait. Donc mon niveau est pas fou en animation, donc c'est pour ça que à la suite des épisodes pilotes, c'est des professionnels qui vont animer la série en fait. Donc j'aimerais 2 animateurs 2D et un dessinateur background pour faire ce que j'ai un peu du mal à faire. Donc ça va pas non plus énormément évoluer. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les puppets et l'ensemble soient quand même plus fluides, plus jolis, et surtout qu'il y ait des moments plus traditionnels, genre des scènes de combat, parce que oui, il y a des explosions et il va y avoir des moments intenses, ce soit ultra fluide et qu'on soit plus sur quelque chose de très fixe, parce que la puppet, la marionnette, tu peux pas lui faire n'importe quoi. Voilà. Est-ce que t'aurais pas... Ah non, mais c'est très bien. Est-ce que t'aurais pas peur en justement là t'as toutes tes prods que tu fais en solo du coup? Oui, je fais tout seul, même les voix, Alors, les voix, il y aura des gens en plus, parce que je peux pas non plus tout faire tout seul, et notamment, il y a une chanteuse lyrique de haut niveau qui sera dans le projet. Mais sinon, je fais tout, même les bruitages, hein, des bruitages d'explosion, de combat d'épée, même de fermeture de porte. La série est arrivée au moment où YouTube se posait la question de valider ou non les copyrights des sons extrêmement courts, et je voulais que l'ensemble du chara-design de la série soit très particulier, donc tout est fait là, avec les objets autour de moi. J'ai appris aussi le chara-design comme j'ai pu, quoi. Mais du coup, je voulais revenir sur... là, tu veux engager 2 animateurs et un dessinateur. Est-ce que tu n'aurais pas peur que le style que tu as développé dans tes pilotes se dilue dans le style du dessinateur que tu auras pris? Si c'est un dessinateur que tu veux faire pour faire les puppets et les arrière-plans, est-ce que tu n'aurais pas peur d'un style qui changerait? C'est une question qui m'a été pas mal mise en avant par les gens qui sont un peu inquiets. Donc l'idée dans le studio d'animation, c'est que je vais vraiment prendre un appartement, prendre une salle. Donc je serai là vraiment derrière les personnes. Après oui, le style va être forcément un petit peu différent, et c'est tant mieux en fait. Il faut voir ça comme des plus plutôt que comme des moins. Je pense que les gens qui vont bosser avec moi auront aussi leur mot à dire au niveau des décors, au niveau de l'ensemble, et ça peut être un plus. Je pense que je dois me libérer aussi de certains trucs, que de dire que bon bah voilà, si la planche là, elle a une couleur légèrement différente, c'est pas très grave. Mais au niveau du style général, je serai extrêmement intransigeant, je serai derrière. Et tu vois, par exemple, là, au niveau du décor, on peut constater qu'il n'y a pas de couleur noire en tant que telle. Il y a des couleurs un peu sombres, mais il n'y a pas de couleur noire pour que les personnages, ils apparaissent vraiment à l'écran. C'est les seuls qui ont du noir, en fait. Il y a un style particulier au niveau du trait, au niveau des contours. Donc ça, ce sera absolument respecté. Après, si les gens, ils ajoutent des choses, tant mieux. Mais ça reste moi le réalisateur, je serai derrière. Donc je pense pas qu'il y ait une modification de ouf au niveau du style. Voilà. Ah oui, non, c'est une très bonne réponse. L'interrogation est réelle, hein, mais tant mieux en fait. Si il faut que les employés, il faut que les animateurs, il faut que les dessinateurs s'approprient aussi le projet, parce que sinon je suis tout seul en fait. Et moi, je suis à un moment où je pense que la série est devenue plus grosse que moi en fait, et qu'il faut aussi mettre un petit peu les choses de côté pour que les gens puissent un peu se l'approprier aussi. On s'en fout si les nuages sont légèrement différents, si le parquet est un petit peu différent. Le style général sera là et ce sera respecté, il n'y a pas de problème. D'accord. Attends, je dois avoir les épisodes bêta. Ouais, non, ça va être trop compliqué. Question suivante. Excuse-moi. Je comptais jumper sur une autre question, justement. Question suivante, je vais te demander,
Aujourd'hui sur YouTube, clairement, c'est devenu une plateforme un peu fourre-tout et qui est aussi devenue une plateforme où l'animation se développe pas mal. Récemment, on voit arriver vraiment beaucoup de nouvelles prods niveau animé, certaines qui sont plus ou moins bien animées que d'autres. Par exemple, bon, je prends un exemple en à côté, Death of Hope, qui était un court-métrage d'animation fait par un fan de Warhammer 40 000, il est très impressionnant parce que c'est quelqu'un qui l'a fait tout seul, mais objectivement, je trouve qu'il visuellement, il est dégueulasse et son histoire raconte absolument rien. Comment toi, tu comptes te placer dans cette nouvelle scène? Parce que, par exemple, je prendrais l'exemple de Has Been Hotel ou Helluva Boss, qui sont arrivés récemment et qui ont fait vraiment un gros carton au niveau public dans ce domaine de l'animation. Et souvent d'ailleurs, ça a tendance à être un peu, pas le même style, mais c'est souvent poussé vers l'humour et c'est souvent quelque chose qui est là pour faire rigoler, qui se pose en comédie. Moi personnellement, ça me rappelle cet élan d'animation qu'on avait eu dans les années 2000-2010, mais un petit peu au milieu. On avait eu pareil cette scène d'animation qui était déboulée et qui pour moi était représentée par Happy True Friends et par Charlie la licorne. Charlie la licorne, je sais pas si tu connais, c'est assez obscur et intérieurement j'espère tellement que c'est inspiré de Charlie la licorne ce que tu fais parce que J'ai essayé vraiment de couper toutes les références dans la série pour faire un truc le plus unique possible, mais oui, c'est des choses que je connais absolument. Il n'y a pas de... Et du coup, voilà, comment toi, vu que là, justement... merde, j'ai le nom qui vient de se... Melvin, Ouais. mine de rien, commence à avoir une certaine visibilité. Enfin, les épisodes marchent bien et... Eh ben, justement, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'il n'y a pas forcément non plus énormément de monde qui vient voir. Je veux dire, quand ça a fait 100 000 et quelques vues sur les épisodes, donc c'est un bon score, hein, je ne dis pas le contraire. Mais paradoxalement, on n'est pas sur quelque chose de non plus complètement fou, et quand je sors des vidéos, il y a quelques milliers de personnes, pas plus. Ce qui fait la force, c'est que le peu de gens qui ont regardé ont énormément participé et sont ultra participatifs sur le réseau Discord et tout. Donc moi, je me focus surtout sur la communauté, en fait. Je m'en moque en fait un petit peu de YouTube. Je mettrai les épisodes sur YouTube, évidemment, quand la série sera produite, et je ferai attention que ce soit bien fait. Mais que ça fasse 10 000 ou 100 000 vues, je pense que peu importe. Le tout, c'est faire quelque chose de créatif, c'est m'exprimer et c'est amener les gens avec moi. Moi, mon but, c'est faire ce qui me plaît, gagner de l'argent pour pouvoir vivre décemment, et le reste, peu importe. Mon rêve, c'est que les gens ils puissent se détendre en regardant ça, qu'ils puissent partir à l'aventure, qu'ils puissent rêver avec moi. habillé de préférence, hein, on rappelle. Toi, tu disais partir à l'aventure habillé, je disais habillé de préférence, s'il vous plaît. Préférence, c'est comme vous préférez. Bonjour. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à comment tu te places par rapport à cette nouvelle scène de l'animation web qui arrive. Parce que par exemple, Has Been Hotel, c'est un projet qui traînait depuis des années et des années. Et aujourd'hui, il y a un épisode qui est sorti, mais on ne sait toujours pas où est-ce que ça va avancer. Il y a relativement peu de communication par rapport au futur de la série. Et quand tu regardes Has Been Hotel, tu as un peu peur que ça ne reste qu'un pilote. J'ai regardé très vite fait. Alors c'est impressionnant au niveau animation, mais je trouve qu'il y a trop de... comment je pourrais expliquer ça? Il y a trop d'images clés en trop peu de temps. Tu sais, c'est les animations où il se passe trop de trucs d'un coup. Où ok, on a vu, tu as fait un super niveau d'animation, il y a un super background, etc. Ça marche, hein, donc je respecte à fond ça. Mais effectivement, ce niveau d'animation-là à tenir tout le temps, il est très complexe. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur Internet, sur YouTube, si ton but c'est de percer sur YouTube, en fait, tu dois faire des choses régulières. Tu peux pas percer en mettant un truc de temps en temps. Bon, après, encore une fois, je dis ça, mais il fait des millions de vues, il me semble, donc je sais pas. Oui, oui, c'est vraiment... Je prends Has Been Hotel comme exemple parce que pour moi, c'est devenu un peu le symbole de cette nouvelle vague d'anime qui déboule sur le web et dont tu fais partie, mine de rien. Bah, moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, j'essaie de créer mes trucs originaux.
Les gens accrochent parce qu'il y a beaucoup d'énigmes dans la série. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, j'ai créé une langue carrément dans la série, l'alphabet des étoiles. Là, mon cerveau vient de passer de l'étape je comprends rien à l'étape je comprends rien, mais c'est trop cool. Il y a un lore qui est extrêmement vaste. J'ai fait des centaines et des centaines de pages. Donc c'est ultra travaillé et c'est pour ça je pense que les gens ont accroché. T'as vu l'émission là sur France 3, j'en parlais un petit peu. Je pense que c'est l'univers derrière, la cohérence générale de l'univers qui a fait que des gens s'y intéressent. Il y a des énigmes à l'intérieur, il y a une logique malgré l'aspect délirant de la série et les gens ont, je pense, accroché à cause de ça. Mais je pense que la qualité de ce que j'ai fait, il y a de l'humour dedans, donc c'est la porte d'entrée. Mais après, les gens restent parce qu'il y a le scénar derrière, en fait. Donc, C'est comme. et par rapport à la vague derrière, je sais pas quoi te dire. Moi j'ai rencontré pas mal de youtubeurs et des assez gros en convention, et j'ai un avis extrêmement négatif sur la plupart des youtubeurs. Par contre, des artistes, j'en ai pas beaucoup rencontré. J'ai pas rencontré le mec de Has-Been de comment ça se dit le truc de l'hôtel Has-Been, jour J, Has-Been Hotel. de l'hôtel, j'ai pas rencontré, et quand je rencontre des artistes en Je crois que c'est général, un espagnol. on accroche bien. Mais la plateforme en tant que telle, je vais être honnête avec toi, je m'en fiche. C'est juste je le conçois juste comme une plateforme en fait, c'est-à-dire je pose mes choses dessus et tant mieux si les gens regardent dessus. Il n'y aurait pas YouTube, je mettrais ça ailleurs. D'ailleurs, il y a des chances que la série après, elle soit doublée en anglais, faut pas que j'en dise trop, elle soit doublée dans certaines langues et qu'elle soit mise après à disposition ailleurs. Si Netflix me propose, mais pourquoi pas? Tant que les gens peuvent regarder gratos sur YouTube, moi je m'en fiche. J'aime beaucoup le si Netflix propose, mais pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Ils vont pas cracher sur. Non, mais c'est juste, ça fait un peu le. Ils ont fait une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Que je n'ai pas pu refuser. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est des plateformes. Les gens, de toute façon, ils iront voir si c'est sur YouTube, ils iront voir si c'est ailleurs. YouTube, c'est de la plateforme. Je pense que j'ai pas les mêmes métiers que des YouTubeurs gaming, on en parlait tout à l'heure, donc j'ai pas grand chose à dire sur la plateforme, si ce n'est que tout le monde pisse et chie sur YouTube, mais moi je considère quand même que c'est vachement bien foutu, honnêtement. J'ai peut-être que le côté ultra positif, mais moi je trouve ça ouf t'as 1 giga de vidéos, moi je balance ça, boum, en 2 minutes c'est prêt, les gens ils viennent voir, ils ont une super connexion. Donc bon, écoute, moi tant que ça fonctionne, je suis content. Après oui, s'il y a des bugs et des trucs, je serais pas content, mais ça ne m'est pas. Tu vois, moi avec ma connexion pourrie et le fait que je mets 15 heures pour upload 4 gigas, là j'ai un peu les verres. Moi je suis à côté de la centrale en Bourgogne là, donc j'ai je sais plus combien de gigas de connexion. T'as mis les pinces croco sur les câbles qui sont direct reliés à ton PC. Complètement déconnecté les autres de l'immeuble, en fait j'ai coupé les connexions, tout pour moi. Sans toujours pas remarquer. Là il y a Bonneco, je pensais pas qu'en Bourgogne, tu sais ça fait un peu, quand tu dis ça, ça fait vraiment coin paumé. Alors que toi à Paris t'as pas une connexion de fou? T'es bien à Paris? Non, j'ai... Ouais, mais enfin Paris, moi je suis à côté, je suis à Aubervilliers, c'est pas vraiment Paris, et je ne suis pas parisien de base, hein. Attention. Monté à Paris pour présenter Melvin et Magique justement à une chaîne de télé. Je sais pas si t'avais vu ça. Je sais pas. Donc c'est en gros, j'ai fait les épisodes pilotes. Il faudra peut-être un moment où je présente le concept, où tu présenteras le concept. Oui, non, j'ai encore plein de questions. En fait, ouais, on dérive, j'ai encore plein de questions à te poser. Il y a un moment, j'ai fait les épisodes pilotes et je me suis dit bon là voilà, il faut trouver du budget, il faut une équipe. Je peux pas faire ça tout seul. Et une grosse partie, j'ai essayé de trouver un producteur, un diffuseur, etc. pour faire dans les règles de l'art. Il y a un mec qui m'a contacté, il m'a fait oh là là c'est trop bien, on a un studio d'animation, on va signer avec les chaînes de télé, etc. Donc ça m'a forcé à faire un truc intéressant, c'est que moi je suis pas scénariste non plus à la base, hein, j'ai fait des études en biologie, j'ouvre beaucoup trop de parenthèses. Ça m'a forcé à faire un script et à le représenter, donc c'était très positif. Et j'ai fini par être invité à Paris, donc au moment où il y avait les gilets jaunes, donc une horreur indicible dans les transports en commun, surtout que moi je suis un peu agoraphobe, mais ça va mieux.
C'est sûr que c'était peut-être le pire moment du monde pour y aller, en effet. Vraiment, j'ai mis des heures, des heures et des heures à venir et en allant à cette chaîne télé, les mecs ils planaient complètement quoi. Ils étaient en mode ouais, c'est top, on va essayer de produire la série pour 2025, mais on n'est pas sûr, mais t'inquiète, on va en discuter avec monsieur A, qui va en discuter avec monsieur B, qui va dire avec monsieur C, etc. Et moi j'étais pas bien à ce moment-là parce que c'était ma seule opportunité en fait de produire la série. Donc je leur ai dit je vais réfléchir et je me suis cassé. Et en revenant chez moi, mais j'étais atomisé. Il faut imaginer que le projet, ça faisait 1 an que je le préparais. C'est 12 heures à 13 heures par jour, sans dimanche, sans samedi. Hein. Le truc était ultra carré. Et le mec, il me dit ouais, on s'en bat les couilles un peu de ton truc, quoi. On sait pas. Est-ce que t'as senti... Bon, c'est un peu l'éternelle image que... Parfois on essaye de vendre alors que ça rappelle un peu ce que disait le JDG sur ce qui était devenu YouTube et YouTube était devenu la télé. Mais est-ce que tu as senti une espèce de... Pas de mépris, mais de trucs pris par-dessus la jambe parce que justement tu venais de... ou du web ou de... un peu de nulle part et que tu arrivais en mode si j'ai fait ça, ou tu arrivais en mode artisan. Alors, pas tant que ça. Ce qui était dérangeant, c'était le fait qu'on sentait bien que les mecs, ils avaient un salaire tous les mois et que ils en avaient rien à foutre de sortir la série dans 1 an, 5 ans ou 10 ans en fait. C'était surtout ça. Ça sentait le fric, donc c'est la télé, c'est normal. Mais c'était pas spécialement par rapport au fait que je viens de YouTube. Au contraire même, hein, la télé, ils se rendent bien compte ou pas, hein, c'est dur à dire, ils se rendent peut-être pas compte, mais ils sont en train de couler petit à petit. Il y a un moment, plus personne voudra payer la redevance télé. Donc je pense que c'est normal qu'ils essayent de chercher des trucs sur YouTube, sauf que là ils ont mal vendu leurs trucs, ils m'ont proposé des contrats qui étaient nuls à chier. Donc je suis parti, je suis revenu chez moi et j'étais vraiment mal, j'étais au fond du trou pendant 1 ou 2 semaines. Et heureusement j'ai des amis qui sont dans le domaine de l'animation et j'ai des gens de bons conseils et j'ai fini par faire des calculs en fait et me dire voilà, une série normalement ça coûte des millions d'euros. Mais ça coûte des millions d'euros pour des raisons spécifiques, notamment parce que tu bosses pendant plusieurs années sur le design, comment tu fais les décors, les personnages, tu payes des scénaristes, tu payes des gens pour les voix, tu payes des gens, etc. etc., etc. Et en fait, pour te donner un ordre d'idée, Pipoudou, je pense que tu vois de quoi il s'agit. Si je savais le nombre de personnes qui me demandent de faire une chronique sur Pipoudou, je leur dis non, ça passera jamais sur YouTube. Où tu censures les trucs, tu mets un petit flou sur le kiki. Ah ouais, non mais alors si tu veux censurer Pipoudou, faut carrément mettre un Gaussian blur sur toute l'image. Il y a des zones, effectivement, c'est chaud. Mais 1,5 million d'euros pour Pipoudou pour la saison 2, il me semble, hein, c'est 300 ou 400, 400 000, un truc comme ça, pour 25 minutes d'animation, je crois. Ouais. Moi, je prévois une dizaine d'épisodes de 15 minutes, donc 150 minutes. Et en fait, ça coûte cher parce que il y a beaucoup de gens dedans. Et moi, le fait est que j'ai retiré toutes les choses que je peux faire. Et ce qui me prend le plus de temps, c'est l'animation. Donc, il me suffit de payer 2 animateurs, un dessinateur background pendant un certain nombre de mois. Et en fait, ça fait tourner le studio. Et c'est pour ça que le projet, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas besoin de dizaines de millions d'euros. J'ai besoin de quelques centaines de milliers, en fait. Donc le projet est venu dans ma tête et je me suis dit il y a qu'à tenter, je vais faire un crowdfunding et ça a explosé. Donc là le studio va être produit, on va faire la série et tant pis si sur YouTube ça fait 100 vues, 1000 vues, 1 million de vues, je m'en fous, les fans seront contents. La série sera produite et puis moi je vais avoir une expérience de ouf et puis on va pouvoir enchaîner peut-être avec d'autres trucs quoi. Donc ça va être trop bien. On sent l'impatience. Je suis tout seul derrière l'écran depuis quand même des années et je t'avoue que j'aime bien bosser tout seul, mais là, moi, j'ai envie d'avoir des collègues, j'ai envie d'échanger. Imagine, moi, j'ai fait une formation en sciences initialement et je me suis rendu compte assez rapidement quand même que c'était pas mon domaine de prédilection, mais j'ai voulu aller jusqu'au bout. Donc, quand tu as des trucs que tu aimes bien et que tu peux en discuter avec personne, parce que si tu aimes bien la biologie, tu en discutes tous les jours avec les gens. Sauf que moi j'aimais bien l'animation, les trucs délirants, plein de couleurs, et en sciences des fois c'est pas toujours le cas, mais ça peut être un peu terne quoi. C'est bien, j'allais justement te poser la question de ton parcours et comment t'en es venu là, mais c'est bien, tu fais les questions et les réponses.
J'ai introduit le truc. Alors, j'avais une vision de la science, peut-être un peu 19e, 20e siècle, en mode le chercheur est seul chez lui, il est passionné, il trouve des trucs et il sort dans la rue en criant Eureka. En fait, non. La vision à la Pasteur. La version moderne de la science, c'est McDonald's a besoin d'un nouveau colorant alimentaire, le moins cancérigène possible ou pas, hein, c'est pas grave, vous ferez suivant votre budget. Donc ça m'a pas trop plu. Évidemment, tout a un lien avec l'argent maintenant, c'est normal, mais c'était un peu particulier. Et surtout, c'était pas ma vraie vocation. Je tiens pas à chier sur les gens avec qui j'ai bossé ou alors à l'université de Bourgogne, hein. C'était vraiment top, hein. Le niveau était vraiment exceptionnel. Mais c'est juste pas fait pour moi en fait. Mon seul talent, je pense, c'est de la créativité. Je pense pas être fou au niveau animation. Je sais pas dessiner. Mes musiques sont complètement bizarres. Par contre, au niveau création, je crée vite et je peux vite partir loin en fait. Donc la science aurait pu être intéressant pour trouver des nouveaux trucs, mais quand j'ai commencé sur Internet, donc en fait je m'échappais le soir en créant, en faisant de l'animation, en faisant du dessin, parce qu'en journée tout était blanc en fait. Les blouses sont blanches, les feuilles sont blanches. Le labo est blanc et le soir j'avais besoin de couleurs, donc je me suis mis à dessiner, à animer. Et Après, tu dis que que t'es pas bon en dessin. Sincèrement, t'as déjà un certain level, hein. Sans être les dessins de Guedin qu'on peut voir dans des grosses prods. Là, J'ai vu en réalité, disons que à ton level, j'ai déjà vu des animations bien plus moches que ça, hein. en réalité, non, je pense pas. En fait, je compense par un level de créativité, je pense. Dans tous les domaines artistiques, et je pense même partout, en fait, tu as des niveaux techniques, et mon niveau technique est faible. C'est indéniable. J'ai pas fait de formation dedans, donc j'essaye de faire des trucs. Mais je rattrape peut-être avec un niveau un peu créatif et par un niveau technique qui est non nul. Pour faire de l'art, pour faire de la création dans quelque chose, tu dois avoir un niveau technique non nul. Si tu sais pas faire de montage vidéo, tu pourras pas faire de vidéo sur YouTube. Par contre, tu peux être particulièrement nul dedans et tu pourras faire du montage vidéo. Je vais même plus loin, tu peux être nul dedans et tu peux être ultra créatif et tu vas percer sur YouTube. Donc t'as pas besoin d'un niveau technique très élevé, mais c'est quand même mieux au bout d'un moment. Sauf que je peux pas faire 1 million de trucs, donc en ce moment j'augmente mon niveau technique en scénario et en musique. Parce que je pense que sur le long terme, ce sera le plus intéressant. Voilà. Alors justement, là que tu abordes le côté scénario et musique qui sont un peu les deux piliers sur lesquels repose Melvin et les autres prods de ta chaîne, c'est justement comment t'en es venu à créer Melvin et l'univers autour. C'est sans te demander quelles sont tes inspirations principales, parce qu'on s'inspire un peu de tout, et comme on a vu, Charlie et les cornes, Happy Tree Friends, des trucs avec de l'humour assez absurde. Mais là, je prends un exemple de ce qui est de l'écriture de lore, je connais bien parce que j'en écris beaucoup. Comment t'en es venu à de l'idée de base qui, je ne sais pas comment tu l'as eu, mais partons de l'idée de base de la licorne à je vais créer un monde avec les différents royaumes, le pamplemousse. Comment t'en es venu à ça? Parce que les créations de mondes comme ça, c'est quand même la principale difficulté, c'est de garder une cohérence globale. Alors, bon, pour faire simple, quand j'allais... mes dernières années en biologie, elles étaient vraiment dures. Genre, c'était vraiment dur. Mon patron était un connard fini. Les employés avec, c'était des gros cons. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. J'étais vraiment au fond du... Alors la biologie locale, on prend un petit coup pendant ça. Si tu veux, mon stage de fin d'année de master, c'était dans le domaine privé. Donc non, la biologie est très bien, l'université est très bien, mais je suis tombé dans une boîte qui était absolument ignoble. Je plaisantais, t'inquiète pas. Je sais bien ce que c'est. Je sais ce que c'est les stages où tu finis avec des gros cons et des équipes de débiles. C'était patron colérique à moitié fou, mais qui ne le laissait pas sous-entendre au début, donc c'était vraiment le piège, quoi. Et je passais tous les jours devant une tour à eau. En voiture et c'était une immense tour à eau, un truc titanesque, et tu sais les tours à eau d'habitude on les voit de loin, ça fait un peu partie de l'inconscient quoi,
Et alors que là, je passais vraiment devant, et je levais la tête et j'en voyais à peine le bout, quoi. Et il y a un moment, je me suis arrêté devant parce que j'en pouvais plus de mon boulot, quoi. Et j'ai juste regardé la tour et je me suis dit, euh, quel serait le plus absurde qu'il y aurait là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il ne doit pas y avoir de l'eau là-dedans, il doit y avoir autre chose, quoi. Et je me suis dit que le plus absurde, ce serait des petites licornes. Ce serait le plus rigolo. Et l'idée m'a fait rire, en fait, et j'ai continué dans cette lancée. Donc j'étais dans le domaine scientifique, donc un domaine qui est logique et rationnel. Et j'ai eu besoin d'un moment irrationnel et non pas logique, mais fantastique. Donc il y a eu un moment où j'ai eu besoin de casser le truc. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et ensuite, effectivement, il y a une cohérence générale de l'univers avec, on l'a vu tout à l'heure, tu as des marques, tu as un alphabet, tu as une carte avec la couleur du monde qui change, tu as tout un aspect ultra cohérent. Je pense que c'est le côté scientifique qui a ressurgi après en disant, ok, tu peux partir en cacahuète, tu peux faire ce que tu veux, mais est-ce que tu regarderais vraiment 1 heure de Charlie la licorne? Est-ce que tu regarderais vraiment 1 heure de gros n'importe quoi? La réponse, je pense que c'est non, en fait. It's the choo-choo shoe, Charlie. The choo-choo shoe. Hurry, Charlie. It's about to leave. Chugga, 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 choo, choo. Chugga, chugga. Après, encore une fois, hein, le mec a réussi super bien, donc je critique vraiment pas ce qu'il fait. Mais ce que je veux dire, c'est à mon niveau, moi, ma décision, c'était de faire rentrer les gens dans l'univers par un humour et par quelque chose de très décalé. Et de les faire rester parce qu'il y a un lore extrêmement bien construit. C'était ça ma théorie, en fait. Et le lore, j'ai juste réfléchi, j'ai juste conçu les choses petit à petit. Et tu sais, une fois que tu as un début, toutes les choses coulent, en fait. Le reste coule naturellement. Donc s'il y a une petite planète au début avec une énorme tour et des licornes qui vivent dedans, moi, naturellement, il devait y avoir des explications derrière. Planète R, c'est là où on est? Oui. Reste concentré, Melvin. Regarde. Nous flottons au-dessus du royaume tout cassé. Drôle de forme. Certains pensent que cette grosse planète est ronde ou totalement plate, Melvin. En réalité, elle a la forme d'une banane. Pourquoi cette tour? Pourquoi la petite planète? Pourquoi ils ont cette couleur-là? Qu'est-ce qu'il fout là, Melvin? Pourquoi Rémi il est bizarre? Pourquoi Docteur Flocon il flotte en l'air? Et les choses se sont mises en place à ce moment-là. Et il y a eu plusieurs moments où j'ai remis en forme correctement le scénario, notamment grâce aux gens quand même de Paris, aux producteurs et aux diffuseurs qui finalement ont été positifs parce que c'est des vrais pros. Donc ils ont mis le doigt sur quelques soucis, quelques endroits un peu pas tip-top du scénario et du coup je me suis mis à corriger tout ça et après j'ai lancé la campagne Ulule. Donc j'ai acheté, je fais 150 € de livres par mois de scénarios et d'autres trucs que je bouffe en continu. J'adore lire, ça aide beaucoup. Il faut lire, lisez. Je suppose que tu t'es fait les ouvrages de référence, genre la Bible du scénariste, des trucs comme ça. J'en ai plein, donc je te crois si tu dis que c'est une référence. Non, je dis ça parce que c'est un bouquin, moi mes profs de scénario m'ont pété les burnes avec pendant 3 ans d'affilée jusqu'à ce que je me le bouffe en entier. C'est un trauma pour moi ce truc. Le héros aux 1000 visages. Le grand classique. Je sais pas si t'as une situation dramatique. Celui-là? Dramaturgie? Non, c'est un méga pavé, la Bible des scénaristes, c'est un méga pavé, mais... T'inquiète pas, C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Non mais, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est pas grave si tu l'as pas, c'est pas grave. Bon, ma stratégie est la suivante, c'est vous allez sur Amazon ou dans la librairie, vous demandez un bon bouquin sur le scénario, et puis tu prends celui-là, et puis voilà. C'est pas compliqué d'apprendre des choses, il faut juste se focus, et c'est vrai que le fait que j'ai fait la formation en biologie, ça m'a appris à chercher, en fait, à être chercheur. Donc, il y a des gens qui m'ont dit que c'était une perte de temps que je fasse science avant, et non, surtout pas. Ça a permis d'apprendre à apprendre, en fait. Donc c'est pour ça que tout le reste est devenu plus simple, en fait. Je me dis, voilà, si je veux apprendre le scénario, pas de problème, je prends des bouquins et puis je bosse dessus, quoi.
Donc c'est vraiment une chance. Là, c'est vraiment top. Mais d'ailleurs, là, au fur et à mesure de ce que tu racontais, j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc qui ressort, c'est vraiment... surtout quand tu parles de la couleur et de cette fameuse tour, what the fuck, grise et tout, il y a vraiment un gros côté évasion dans ton... Ah putain, j'ai plus mes mots. Dans ce que tu fais, on sent qu'il y a un côté... c'est un peu caricaturé comme je veux le dire, mais c'est le monde c'est de la merde, je préfère aller dans mon monde où il y a des licornes qui font n'importe quoi. On sent qu'il y a... Enfin, est-ce qu'il y a un côté cathartique dans la production de tout ça? Est-ce que toi, tu le vois comme un peu un côté, un exutoire, un échappatoire parce que comme tu disais, il y avait que du blanc, t'étais bloqué dans un bon patron connard, tout ça. Et est-ce qu'il y a un côté de c'est aussi pour toi, c'est pas que pour ton public, il y a aussi de c'est pour toi et c'est quelque chose qui te permet de te sentir mieux, toi. Trop. Ouais, désolé, Déjà, je m'étale. Est-ce que c'est pour le public aussi? Ça doit être pour les deux. C'est-à-dire, si tu fais des œuvres qui sont que pour toi, je pense que tu communiques pas du coup avec les autres et que ton œuvre, c'est juste un exutoire. Donc, il y a aussi, c'est mon monde, mais j'ai fait en sorte qu'il soit compréhensible. Parce que si t'es pas compréhensible, c'est juste que t'es fou et tu fais des trucs bizarres en fait. Donc, il faut être compréhensible, je pense. Ensuite, est-ce que je m'échappe dedans? Moi, ma théorie, c'est, voilà, t'as ton boulot, le soir tu reviens, si tu regardes quelque chose de créatif, c'est peut-être plus intéressant que quelque chose qui te rappelle le boulot ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je réfléchis. Hein. C'est marrant parce que les interviews, ça fait... Comme tu me disais que t'étais un peu agoraphobe, ça pourrait jouer aussi... Enfin, sans vouloir faire de la psycho de comptoir, c'est vraiment juste pour comprendre ton processus créatif. Et comment t'en es venu à un univers qui est quand même extrêmement singulier. C'est pas tous les jours qu'on voit un cadre et un décor comme ça. Je réfléchis. Ce qui est intéressant avec les interviews, c'est que ça me fait explorer des bouts de l'œuvre que je n'avais ou bien pas vu, ou bien pas réfléchi, ou bien des choses que vous voyez et que moi je ne vois pas forcément. Je réfléchis. C'est vrai que je suis souvent dans ma tour en fait. C'est-à-dire je suis souvent chez moi et j'ai fait plusieurs années où je sortais vraiment pas beaucoup. Là je sors, je vois des gens, des amis, la famille, donc ça se passe très très bien. Mais c'est vrai que pendant un long moment j'étais un petit peu chez moi dans mon truc. Est-ce que c'est un peu le monde où je m'échappe, où tout va bien? Alors non, dans Corne-Ciel, donc c'est le nom de l'univers, il y a des soucis. Il y a des soucis, je peux difficilement en dire plus là parce que ça va être des gros spoils après, mais il y a des problèmes. Tout n'est pas rose, on le voit dans la vidéo d'explication à un moment, je dis que la série aborde le thème de la différence. Et la série aborde le thème de comment accepter la différence chez soi et chez les autres. Et je précise aussi que il y a des thèmes qui sont abordés avec une certaine subtilité. C'est notamment le thème de la couleur, la différence de couleur, le handicap, la sexualité et tous ces thèmes-là. Alors c'est des thèmes qui sont très dans l'air en ce moment, j'imagine, mais c'est pas un univers tout rose en fait. C'est ça qui est intéressant. Après oui, c'est une façon de m'exprimer et je pense qu'il y a des choses que je passe aussi dedans qui me font du bien, mais ce serait 100% un exutoire, je pense que ce serait pas agréable à regarder en fait. Tu sais, t'as des œuvres comme ça où tu sens que t'es un peu crispé en les regardant en te disant « Ah lui, il a eu une rupture difficile !» T'es sorti avec un arbre? Je me sentais terriblement seul, Melvin. Est-ce que toi, là actuellement, tu fais toutes les voix en solo, ce qui d'ailleurs est assez impressionnant parce qu'on ne te reconnaît pas.
C'est autant je trouve que la voix que t'as en normal, c'est un peu celle de Melville en plus basse quand même, mais sur les Grave, quand je parle sérieusement, mais si je commence de faire des blagues et des trucs comme ça, je vais avoir la voix un petit peu de Melvin. c'est assez, et franchement, tu fais un très bon travail de ce côté-là parce qu'on reconnaît pas. Est-ce que tu comptes garder ce style de prod, c'est-à-dire est-ce que Melvin, désolé, j'ai une mémoire atroce pour les noms, Donc, Melvin en bleu, Rémi et Flocon. Rose est en bizarre, Melvin, et Docteur Flocon qui est en train de flotter. Je suis en train de te montrer avec mon doigt, mais en fait ça va pas se voir. Et... Non, mais et Docteur Flocon. Est-ce que tu comptes toujours toi-même les doubler, que ce soit tes réguliers? Ça pourrait sonner sale en disant comme ça, mais ce n'est pas l'idée. Et je tiens à préciser que j'ai réécouté les premiers épisodes et le doublage est pas fou sur le premier. On sent que ça s'améliore sur le deuxième et à la fin ça devient mieux. C'est dur le doublage et je crois que c'est ma plus grosse claque quand je me suis lancé dans ce projet, c'est que j'étais en mode le doublage tranquille, tu t'assois et tu parles. Mais en fait si tu t'assois et tu parles, ça donne des personnages qui sont ultra plats. Et le doublage, ça a été une grosse claque parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en fait, c'est comme si tu étais acteur. T'es obligé, si t'as un personnage qui se bat à l'épée, de prendre le premier truc qui te vient et de l'utiliser comme une épée et de gueuler, de te mettre debout et de bouger, de faire des moulinettes, faire des trucs et que c'était comme être acteur en fait. Donc énorme claque. Donc les premiers épisodes étaient pas fous, donc je pense qu'il y aura une nette amélioration sur la vraie série quand elle sortira, mais je compte toujours doubler ces trois personnages là. Mais de toute façon le doublage, c'est vrai que c'est souvent une partie de la production qui est assez méconnue mine de rien, parce que les doubleurs sont, à part quelques doubleurs stars qu'on a en France, genre Le Cordier dont tout le monde parle, mais j'avoue Le Cordier, moi je m'en fous un petit peu parce que je suis pas fan de DBZ, donc qu'elle ait doublé Sangoku, j'en ai rien à péter. Mais enfin, d'ailleurs, est-ce que de ce côté-là, t'as peut-être déjà pris des contacts ou commencé à causer avec des gars qui sont sur YouTube assez proches de la communauté du doublage, notamment je pense à Mr. Fox et à Retake, qui sont vraiment qui sont maintenant des pros surtout Retake, qui sont maintenant des pros du doublage. Et est-ce que tu aurais par exemple l'idée, ou ce serait dans tes projets, des feats, même si je déteste ce mot, enfin, t'associer un peu avec eux ou leur proposer du doublage pour tes prochaines prods. Alors attends, je te réponds après, je te montre juste ça. Ça c'est la vidéo qui m'a complètement débloqué en fait. Mes voix étaient complètement pourries et j'ai regardé Hugh Jackman en train de doubler. Tu connais Wolverine, j'imagine. Oui. D'accord, on va baisser le son je pense parce que ça va gueuler. Et regarde, donc il joue en tant qu'acteur. Et en fait, sur les scènes de combat, ils doivent le doubler après. Et regarde comme il double, il n'est pas en train de te parler comme ça. Ah, c'est celle sur le doublage de Logan ? Ouais. Ah, si, je l'avais vue celle-là. Elle avait... Oui, putain, je me souviens. Faut pas être devant lui. Ah ouais. Oh la vache. C'est toujours impressionnant. De toute façon, le doublage, c'est extrêmement dur. Le doublage, c'est extrêmement dur. Il l'est claqué. Ça me rappelle, si tu veux, de genre de vidéo, il y avait l'acteur qui faisait Maul dans les films, mais également qui est le gars qui a doublé Maul dans Rebels, dans Clone Wars. Dans Star Wars. Dans Star Wars, ouais. Ces vidéos de doublage, elles sont impressionnantes parce qu'il est flippant. Kenobi. Kenobi! Attends, je vais essayer de te trouver des trucs où je double, mais j'ai du mal à trouver. Tu dois rentrer dans le perso en fait. Il n'y a pas de secret. Il faut rentrer absolument dans. Rémi, mes joues fonctionnent pas. Il faut que j'apprenne à me défendre. L'univers est étrange et dangereux, Melvin. Après, effectivement, le doublage, c'est toujours quelque chose qui est assez... à la fois un peu dénigré parce qu'on pense que c'est facile à faire. Oui, mais pas du tout. Mais alors que vraiment, vraiment, vraiment pas.
Je me rappelle avoir vu des images du doublage de Moutafukaz où t'as Orelsan et Grinch qui sont vraiment, vraiment à fond et ça faisait plaisir à voir. Je suis une licorne civilisée, Melvin. On voit même pas ma tête. Oh, je suis désolé, tu tombes pile là-dessus. Je suis une licorne. Alors, tiens, si on peut demander que pour l'instant, t'es sur quoi comme type de setup? Horrible. Oh, ma tête est horrible. Oh non, Rémi, je le double comme ça maintenant. Il fait des. Melvin. Je suis beau, Melvin. Très beau, très très beau. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Nous n'avons pas le temps, Melvin. T'as jamais peur qu'il y ait des gens qui rentrent dans la pièce quand t'es en train de doubler? Déjà fait en face de gens et au début c'est ultra dur et maintenant maintenant je me suis complètement libéré de ce truc là quoi. Il y a vraiment pas de souci. Moi ce qui m'inquiète plus c'est quand je suis un peu en rush et que je dois doubler des voix et qu'il est tard et que à mon avis les voisins se posent des questions franchement parce que je croise des fois ma voisine du bas, ma voisine du dessus et le regard qu'elle me porte parce que tu sais en plus j'ai la chemise, je suis plutôt tu vois correct. Mais quand elles sont chez elles doivent entendre des trucs complètement bizarres. En mode. Des hurlements. Ils sont bizarres vos colocataires, mais j'ai pas de colocataires. Ah non, mais ils doivent entendre des trucs. Puis attends, il y a des moments où, au niveau musique, quand j'enregistre, donc j'ai le casque, donc la musique elle est dans mes oreilles, mais moi je chante. Et des fois je gueule fort. Quand j'ai enregistré à Poil à l'aventure ou alors d'autres musiques, il y en a certaines où vraiment il faut chanter fort. Donc elle devait entendre juste un moi j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt ou alors des trucs plus vulgaires. Puis attends, vous avez les trucs que je sors, vous avez pas les trucs que j'ai pas sortis parce que je fais des tests aussi de machin. Il y a des fois des trucs qui fonctionnent pas. J'imagine, mais après là, en plus tu crées souvent là sur tes lives la dernière c'est le Pélican il me semble. Et là, Alban le Pélican, bon ça va, c'est plutôt tranquille. Les lives je commence donc c'est pas facile à gérer, mais c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Et puis ça fait du bien d'avoir un contact avec la communauté. Et bon, sinon alors l'éternelle question, putain j'ai l'impression d'être dans un truc télé et l'argent, dis donc. Ah bah l'argent, regarde où est l'argent. Alors. Non, surtout ce côté, c'est est-ce que tu arrives à en vivre? Enfin, je me doute qu'actuellement Melvin ne te fait pas vivre, mais. Ah ouais, ah oui quand même, ah oui, si, ça marche bien. Alors c'est pas pour moi, hein, c'est pour le studio d'animation, mais. Oui, je me doute. Oh, j'aime bien parce que l'émission France 3, je sais pas si tu l'as vu, bon encore une fois hein, c'est 1 minute 30, mais on a l'impression que je suis un mec complètement perché. La dame elle explique, tu te dis bon le mec est complètement perché, et après ça fait oui il a déjà récolté 45 000 €, puis t'es en mode ouais, quoi. Genre ça marche vraiment. Écoute, quand je me suis lancé là-dedans, j'ai mis de l'argent en réserve, et puis je me suis lancé dedans. Alors j'ai fait des choix très stratégiques. Déjà, et on se garde de le dire en général aux Parisiens, mais les appartements coûtent vraiment pas cher en dehors de Paris et en dehors des grandes villes en fait. Donc c'est ridicule. J'ai un appartement qui vaut vraiment pas énorme, enfin il faut quand même que je le paye, hein, mais c'est pas beaucoup. Et la viande, ça coûte cher, donc je suis full végétarien. Donc tu fais ça pendant 1 ou 2 ans et déjà tu économises de l'argent. Et puis j'ai pu faire la série. Tout l'argent que je gagne est parti uniquement dans l'équipement en fait. J'ai des monstres, j'ai des i9, des grosses cartes graphiques, de la RAM à plus quoi savoir en faire, des gros écrans. Et puis en plus il faut l'équipement musical aussi. Donc les logiciels, les instruments, les VST, tout ça. Donc tout l'argent est parti là-dedans. Et ce que j'ai mis de côté, c'était pour vivre quelques années. Donc c'était un all-in quoi. J'ai pris tout mon argent, je l'ai mis sur ma table. Et donc le fait que là d'un coup ça monte et qu'il y ait 45 000 € qui tombent dessus, c'est ultra positif. Justement, ça c'est intéressant. Parce que ça j'ai l'impression que les gens n'ont pas vraiment cette vision-là de toi. Quand j'avais parlé un petit peu autour de Ponyboy et des retours que j'avais eu, j'avais l'impression que les gens se disaient c'est un mec qui fait ça dans sa chambre. Enfin, c'est encore ce côté de je prod dans ma chambre et à côté j'ai un vrai travail entre guillemets. Bon Dieu que je déteste cette expression. Mais non, en fait, toi, t'es vraiment un mec c'est un projet réfléchi et sur lequel tu t'investis réellement. D'ailleurs, c'est un truc que je trouve intéressant parce que ce genre de série
se traîne toujours un peu l'image de ouais, c'est fait dans la chambre, ouais, c'est fait par les mecs perchés, alors que non, t'es vraiment quelqu'un qui a eu une vision. Je t'imagine ayant une vision, Melvin, qui t'arrive des cieux. Enfin, t'as vraiment une vision et un projet réfléchi sur lequel tu t'es réellement investi. C'est pas juste des licornes qui racontent une histoire fantasmagorique sur les 12 pamplemousses. C'est vraiment pour toi un projet réfléchi sur lequel tu mises. Je suis désolé, ça me fait toujours rire quand il y a quelqu'un qui m'en parle parce que c'était un des buts du début, hein, c'est que ce soit drôle que les gens en parlent et que je me fiche un peu de toi quand tu dis ça. Parce que c'est drôle, tu viens de dire que des licornes cherchaient des bouts de pamplemousse, je trouve ça marrant. Ah oui, non mais moi je trouve la série drôle. Après, c'était pour le descriptif sur ce truc, mais... Il faut pardonner les gens, c'est compréhensible, parce que des vidéos, et quand tu fais ce genre de truc, tu peux pas en balancer souvent. Donc, les gens, ils se disent, ok, sur sa chaîne, il balance un truc tous les mois, il doit bosser à côté, et puis l'animation, ça doit être tranquille. Les musiques, moi, souvent, les gens, ils débarquent, ils me disent, ah bon, c'est toi qui fais les musiques, ah bon, c'est toi qui fais ceci, cela. Donc, les gens, quand ils sont pas très renseignés, c'est normal, c'est normal, il faut les excuser. Et c'est compréhensible quand tu as des trucs qui sortent pas souvent. Donc maintenant, oui, l'ensemble était ultra réfléchi, les épisodes pilotes sont sortis, maintenant ça s'accélère. Donc là, je fais tout plein de vidéos en ligne et après, je me focuserai uniquement sur le studio d'animation. Et c'était le but en fait, hein. C'était cet objectif-là. Donc, je sais plus quelle est ta question, mais oui, alors je suis pas dans ma chambre, je suis dans mon salon. Et tu peux voir l'épée beat original, hein, du clip à la... Ah oh oui, vu. Ah, je l'avais pas vu, mais oui, j'ai vu. Maintenant, je vois plus que ça, c'est terrible. Dans le coin, elle est au-dessus. Je la sors pour les occasions spéciales. Elle me rentre dans la tête en fait. Oh, terrible. Ah, magnifique. Que du bon goût. Que du bon goût, ce Ah, mais soir. si tu savais, quand ma copine a su que j'allais t'interviewer et tout, sa première réaction, ça a été oh putain, demande-lui un autographe. Non, alors, je peux te faire un autographe. Laisse tomber ta chanson, mais elle l'a écoutée en boucle jusqu'à plus savoir quoi en faire. Nous aussi, les voisins, ils ont eu droit à poil dans la forêt. Bien aussi, t'inquiète pas. Et puis je l'ai plus en tête que vous, à mon avis, hein, parce que les musiques, elles tournent oui. tellement, au bout d'un moment, ça s'imprime. Je peux réécouter mes musiques, mais en général, c'est un an après. Genre là, celles qui viennent de sortir, je peux pas. Genre non, c'est genre non. Et alors moi, mes proches, ils viennent vers moi, mon frère et tout, en mode ah la musique machin. Non, tu te tais. On en reparle dans un an. Tu te tais. Je ne veux pas l'entendre. Ça, si ça peut te rassurer, c'est propre à tous les médiums audiovisuels. Quand je finis un court-métrage ou quand je finis une vidéo, je peux plus les regarder, je deviens dingue parce que je suppose que tu dois voir ce côté-là, tu ne vois que les défauts de ce que tu produis. Alors il y a de ça. Je vois les défauts, je vois où ils sont. C'est normal. Et au niveau artistique, il y a encore un autre truc, c'est que tu as un investissement émotionnel des fois qui est très fort. Et c'est comme si tu faisais un tableau, que personne ne le voit pendant longtemps, et d'un coup, tu es dans une salle remplie de gens, et tu dévoiles le tableau, et tout le monde te parle en même temps. Et à la fin de la journée, les gens partent avec le tableau. C'est exactement cette impression-là. C'est-à-dire que le moment où je finis quelque chose et je le pose, moi j'ai plusieurs jours où je suis mal, hein. Ou bien je pleure, ou bien je suis pas bien. Donc à poil à l'aventure en fait partie, ça paraît complètement con. Mais en fait, vu que je mets beaucoup de choses dedans, beaucoup d'attention, quand c'est fini et quand les gens, leur première réaction, c'est trop en fait. On est dans une période, en fait, il faut imaginer les derniers siècles, quand tu faisais un truc artistique, tu avais 20 personnes qui venaient voir en fait. Et maintenant, tu peux avoir des centaines de milliers de personnes qui regardent, qui commentent en même temps. Et il y a des fois beaucoup d'intensité. Et puis attends, il y a d'autres trucs à côté, hein, parce qu'il y a des gens régulièrement qui m'écrivent en mode, bon bah voilà, j'étais sur le point de me suicider, et puis j'ai regardé tes licornes, ça m'a fait rire, ou alors merci, ta musique m'a remonté le moral, etc. Donc il y a des choses des fois qui sont vachement émouvantes. Donc moi j'ai des moments où je me sens pas bien après, et c'est normal, c'est pas quelque chose je pense qu'il faut supprimer. Moi j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Moi j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt.
si tu devais donner une inspiration principale sur Melvin et Magic, ça serait quoi? Waouh. Une seule, oh t'es dur, oh la vache. Allez, 2, parce que je suis mon prince. Bah, il n'y a pas vraiment d'inspiration Melvin et Magic, mais il y a une inspiration de... En fait, pour regarder, il faudrait regarder mes inspirations à moi, en fait. Donc, attends, je réfléchis à voix haute. Hein. Donc, il faudrait regarder à peu près qu'est-ce que j'ai regardé qui m'a le plus inspiré dans ces périodes-là. Waouh. Écoute, les univers avec des énormes lores. Donc, Le Seigneur des Anneaux, J.K. Rowling, Harry Potter... même Warhammer, hein, ça fait partie des choses que je connais bien. Ah. Je sais qu'il y a, Ah, c'est bien, là, tu me parles d'amour, là. il y a beaucoup de fans à toi qui suivent ça. Moi, je jouais le chaos il y a longtemps. J'ai beaucoup joué physique, hein, j'ai toujours les figurines chez moi. Tu me dis que t'as un gros lore. Est-ce que tu comptes utiliser ce lore dans autre chose que Melvin et Magic? Est-ce que, par exemple, t'aurais... Bon, je dis ça parce que moi je suis rôliste. Est-ce que tu aurais par exemple un univers, un truc prévu de JDR sur l'univers de Melvin et Magic ou d'autres prods différentes par rapport à ce lore? Ou est-ce que tout ce lore ne sera jamais adapté que dans Melvin? Et vu le sourire que tu me fais, j'ai l'impression que j'ai tapé juste. Je ne vais pas répondre à cette question. Mais La France veut savoir. sache que j'ai été maître du jeu pendant plusieurs années sur beaucoup de jeux de rôle différents. Voilà, mais je ne répondrai pas. Ça, on sait tous ce que ça veut dire, hein, ça. Dit. Après, c'est vous qui interprétez. C'est pas ma faute si vous interprétez après. Ah, curieux de voir une campagne Melvin et Magic. Ça doit être rigolo. Chose qui a été énormément demandé. À voir si c'est à la fin de la première saison ou un peu plus tard, parce qu'il y a encore des éléments qui seront peut-être cachés, particuliers. Donc on va voir. Je serais curieux quand même de voir si tes fans vont vraiment aller voir mes petites licornes roses ou s'ils se disent non, no way. Ça va être super ébouriffant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Je saute sur place, c'est quand je suis content. Écoute-moi bien, Melvin. Je t'ai recueilli, mais sache une chose. Je déteste les licornes. Ah, mais le projet est intéressant C'est parce un que... projet qui est intéressant. La série est limite... c'est limite quelque chose à côté. D'ailleurs, quand le studio sera créé, la chaîne, probablement une chaîne spécifique pour tout ça, sera créée, il n'y aura pas que Melvin et Magic, il y aura des vidéos spéciales sur le studio d'animation, comment ça fonctionne, des petites vidéos là-dessus, et des trucs où on répond à des questions artistiques. Donc ce sera pas que... Alors, ce sera orienté Melvin et Magic, mais je veux dire, moi j'ai jamais fait ça, hein, d'avoir des employés, de lancer un studio d'animation, on fait pas ça tout le temps. Et c'est pas souvent qu'il en sort, quoi. Donc c'est ultra intéressant d'enregistrer des petits bouts, quoi. Est-ce que, par contre... Alors là, je reviens sur la prod en elle-même. Est-ce que tu vas essayer de te focuser principalement sur des distributeurs français ou est-ce que tu vas aussi tenter des productions étrangères, enfin des copros ou même te faire produire directement par des boîtes étrangères? Alors qu'est-ce que tu appelles la prod? Parce que là, la production, c'est moi, hein. Enfin, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est par exemple, je prends l'exemple d'un autre petit studio que je connais, qui est le studio qui prépare le film d'animation ou la série d'animation. Pour l'instant, ça a plus l'air d'être une série sur Ewilan. Ah oui, je vois bien, ouais. Je connais bien Ewilan. J'ai même... j'ai tellement torché ces bouquins quand j'étais jeune. J'ai même rencontré... Alors attends, qui c'est que j'ai rencontré? Bottero, il est mort, hein, je rappelle. Bottero est mort et j'étais dans une équipe à un moment qui voulait adapter en un court-métrage ou quelque chose comme ça, et j'ai failli être dans le casting pour un petit quelque chose. Pourquoi? Parce que l'équipe de prod était à Dijon, c'était des amis pour la plupart. Je réfléchis, hein, je fais peut-être une ou deux erreurs, et je sais plus si on l'avait rencontré avant qu'il meure, ou c'était peut-être son dessinateur ou son fils, mais très très attaché à Bottero, Kate DeWillan et tout ça. C'est vraiment un univers sublime, hein. C'est possible que ça m'ait inspiré. Et justement, eux qui, malgré le fait qu'ils adaptent le truc le plus franco-français de la Terre,
ils sont quand même obligés, actuellement, ils sont en train de tourner aux US pour essayer de trouver des distributeurs et des producteurs là-bas. Parce que en France, c'est un peu la Megadeth, c'est un peu le cheval de bataille que j'ai sur la chaîne, le cinéma d'animation français, parce que moi ça me rend fou de voir qu'on fait pas de promo à nos films d'animation, que nos boîtes d'animation on les laisse dépérir et que quand Ankama se casse le cul à essayer de remettre de l'animation en avant, et bah ils font des mégabits parce qu'ils sont pas diffusés. Mais est-ce que toi, est-ce que t'as vraiment l'objectif de produire en France pour le public français, ou est-ce que ça te gênerait pas d'aller dans Miraculous Ladybug, c'est à peu près le dernier, le truc qui marche bien aussi, c'est de la folie à quel point ça marche bien à l'international ce truc. Hein. Moi, j'ai des infos internes, donc moi je vais balancer. Hein. Ladybug, c'est pas français en fait. C'est la direction est en France, l'entreprise est en France, mais c'est des Indiens qui font bosser à des prix minuscules. C'est en Inde en fait que c'est produit. C'est pas possible de sortir autant de prod aussi rapidement quoi. C'est en Inde, donc moi je vais te dire les choses de la manière suivante. Je veux montrer à tout le monde que c'est possible de produire français, que c'est possible de pas travailler avec des stagiaires, qu'on peut avoir des vrais employés, des vrais gens de talent, qu'on peut tout faire en France. Et que là, la preuve, elle est faite. Hein. C'est pas je vais peut-être faire ou quoi. Non, c'est je vais le faire. Et ce sera uniquement du français. Après, oui, si c'est traduit, évidemment, ce sera diffusé ailleurs. On peut travailler à l'international. Mais je veux que tout soit produit et que ce soit bien un produit français. Et j'insiste vraiment là-dessus sur la page du crowdfunding. C'est vraiment du Made in France. Donc, les gens, mes animateurs, FR. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question, et en tant que intermittent qui en chie, et ce que tu as dit sur les stagiaires me parle beaucoup, hein, parce que les coudes, tu te fais engager pour des stages de 3 mois, et tu te rends compte que la boîte, sur 12 employés, il y a 11 stagiaires. J'ai beaucoup connu ce genre de truc. Et la boîte de production avec qui j'ai failli bosser me sous-entendait que Melvin allait être produit par 3 ou 4 stagiaires, si tu veux. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis barré et où je me suis posé beaucoup de questions. Là, avec le financement participatif, donc on peut toujours participer, hein, dans l'argent qu'il y a dedans, c'est bien pour employer des gens et c'est bien des Français, il n'y a pas de trucs cachés. Et alors, s'il y a pas mal d'argent, peut-être on prendra un stagiaire, mais que ce soit clair, ce sera un stagiaire pour lui apprendre des trucs et pas pour qu'il produise comme un ouf, quoi. Mais déjà, 3 employés, c'est bien. N'envoyez pas de demande de stage, par pitié. Et là, le lendemain, 25 000 mails. Merde. On ne pourrait pas payer les gens 2500 € ou quoi, donc ce sera le chiffre standard pour de l'animation, pour du dessin. C'est plus qu'un SMIC, évidemment, mais je veux montrer que c'est possible. Donc voilà. C'est une très très bonne volonté que je ne peux qu'approuver, parce que c'est ce pourquoi je milite depuis des années sur la chaîne. Tous les pétages de câbles que j'ai fait devant les films français que je traite en disant mais bordel de merde, c'est génial, et encore une fois on n'a pas été foutu de le distribuer parce qu'on est des grosses tanches. Ça fait du bien. Ça, c'était peut-être magique, mais c'était aussi super dégueulasse. D'ailleurs, le coup de la planète courte comme ça fait très ce qu'on voyait dans les Mario Galaxy, ces micro-mondes qui sont qui cohabitent un peu ensemble. Je crois qu'il y a ce côté-là un petit peu. Ah, moi, ce qui m'a plus inspiré, je pense, et c'est un des rares trucs où je pourrais te dire, à mon avis, ça vient de là, c'est Dragon Ball Z, la toute petite planète du Kami, je crois, ça s'appelle comme ça. Je suis pas fan du tout de Dragon Ball, j'ai jamais beaucoup regardé. Il y a une planète à un moment. Je vois de quoi tu parles, celle où le monde des esprits là. Je crois que c'est dans le monde des esprits, ouais. Il y a une planète qui est un peu jaune, quelque chose comme ça. Elle est toute petite, t'as juste une maison dessus. Et le Petit Prince aussi m'a inspiré pour la taille de la planète. Donc faire quelque chose de petit, et je voulais que malgré le fait qu'il y ait une taille petite, on se pose vraiment des questions sur qu'est-ce qu'il y a. Il y a des zones que j'ai pas montrées, en fait, on voit pas le bas, on voit pas certains côtés, et le fait que ce soit petit mais qu'il y ait vraiment des zones cachées, c'est particulier. Et ça va même un peu plus loin, c'est que la tour... Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Question suivante.
Vous ne pouvez pas dire ça. Je ne pouvais pas dire ça, monsieur. Question suivante, là je t'avoue, on commence à être un peu au bout. J'ai beaucoup, un seul truc, j'ai beaucoup aimé la blague de la mine de charbon. Je l'avais vraiment pas vu venir, j'avoue. Le coup de j'avoue ça, j'avais vu, ah ça c'est bien joué. La mine de charbon, ah bah oui, c'est con en effet, mais ça. Mais ça fonctionne. Bah merci, c'était. Je sais honnêtement pas comment ça m'est. Pour moi aussi, c'était une première expérience. Des interviews, j'en ai encore. J'aimerais bien en faire encore d'autres sur d'autres sujets, ouais, c'est une bonne idée. Et tout ça. Mais t'as ouvert le bal, va-t-on dire. Donc j'étais peut-être pas. Génial. Tu noteras qu'à la télé, il y a eu quand même cette scène où on voit un gros plug anal. Oui, et ça c'est beau. À France 3, et ça c'est beau, il faut le dire, parce que oui, il y a un côté absolument sérieux dans la série avec un lore qui est très particulier, mais voilà, je n'hésite pas, je place beaucoup de zizi dans mes œuvres. Donc c'est pour ça que je te dis que je rêve de voir Pernod parler de... rien que pour l'action, je rêve de voir ça, quoi. Ce qui me fait rire, c'est que je me suis dit... Tu passeras entre Mamie Jocelyne qui a sa collection de yaourts qui a été volée, et puis... Mais il y a un côté absolument ironique quand je dis que... Enfin, je sais pas, quand ça passe à la télé, à la radio ou quoi, et que... En fait... Mon plaisir, c'est un de mes petits plaisirs, c'est de voir que le présentateur est obligé d'en parler parce que c'est son boulot et des mots sont obligés de sortir de sa bouche et c'est des mots du genre licorne, à poil à l'aventure, bout de pamplemousse, etc. Et moi, dans ma tête, avec un grand sourire, mais dans ma tête, je suis explosé de rire parce que c'est des gens en costard cravate et tout et ça me tue de rire. Je sais pas si t'as vu, mais juste à la fin du truc sur France 3, tu vois la tête du présentateur, on dirait qu'il est en train de mourir. J'adore, je sais plus si je l'ai coupé ou pas. Donc là je rigole. Et tout à la fin, il faudrait mettre pause. Il a un moment, c'est pas là, mais c'est juste après, il a un moment où il a un de ses sourcils, il est haut, et l'autre, il est bas, et il a une tête genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas là, c'est juste après, mais il m'a fait trop rire. Ah, le pauvre. Bon, en tout cas, ça aurait été plaisir de faire cette interview. Je me sens une âme d'Élise Lucet du pauvre. Et, très plaisant en tout cas, j'aime bien la façon dont on a fait ça, et puis tu es quelqu'un de très... je voulais vraiment pour le coup, je voulais vraiment te laisser parler de tes inspi, de ton parcours et tout, parce que je trouve que souvent sur ce cas d'interview, c'est on laisse pas le gars, on laisse pas la personne vraiment expliquer par A plus B d'où il vient, de ce qu'il fait. Pour ça que que tu parles de ton parcours, d'abord scientifique, du lore et tout ça, c'était très intéressant. Donc abonnez-vous à la chaîne du Mister Coinquenard. Coinquenard, je prononce. Oui, Coinquenard toujours. Si tu veux l'anecdote, ce nom il vient de moi et ma famille perdus en Croatie et d'une vieille qui nous engueule et c'est le seul mot que j'ai réussi à comprendre. D'accord. Coinquenard. C'est bon ça. Oh, je retiens. Et félicitations pour les 10K au fait. Donc... Ah, ça a fait plaisir. Ça a fait plaisir et ça a mis un petit coup de... Tu sais, tu commences à suer Oh là, Divine Beck, ça fait beaucoup. 10K, bien joué. Donc, allez vous abonner. Et puis, Melvin et Magic, allez participer au crowdfunding, même 5 €. Je crois 20 € pour voir la série avant tout le monde, avant qu'elle soit sur YouTube. Et dès 5 €, vous pouvez voir des petits trucs. Vous avez les contreparties, elles sont toutes en bas. Là, on peut faire monter petit à petit Melvin et Rémi dans l'aventure. Et puis voilà, tu pourras mettre le lien dans la description ou quelque chose. Bah oui, évidemment. Super, je te l'envoie. Dans la description, je te mettrai, tu m'enverras tous les liens que tu veux voir dans la description. Si tu as un Discord, je le mettrai. Ouais, si tu veux. Et puis. Si tu as un Tipeee également. Je vais arrêter Tipeee Patreon, je pense. Mais surtout la page Ulule, en fait, quoi. C'est surtout le Ulule. Alors, Tipeee Patreon, je donnais les vidéos en avance, avant tout le monde, mais c'est devenu un bordel de gestion sans nom, donc je pense que ça va pas tarder de fermer. Voilà. Bon, je vais pas tarder là, il faut pas trop que je tarde. Moi non plus également d'ailleurs. Witty-poop. Donc je vais te laisser, ça aura été grand plaisir. Il est temps de se battre pour ce qui compte vraiment. Pouvoir chanter entre les arbres sans vêtements. Mes accords sont chauds et mon son est stupide. Le vent voyageant sur mon corps en matin rigide. Moi j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt.
partir à poil à l'aventure.